Hugh parcourait chaque matin le même itinéraire dans les rues endormies de la banlieue nord de Los Angeles. L'air vif d'octobre transportait des effluves de fumée provenant de petits feux allumés par les habitants, nombreux à apprécier les barbecues matinaux. Le quartier s'animait autour de lui à mesure que le soleil s'élevait au-dessus des montagnes de San Gabriel. Kyle Weber ouvrit la porte de son épicerie avec un signe de la main et un « Bonjour Hugues, tu es toujours aussi belle », auquel Hugues répondit par un « Bonjour, je vais bien, merci ». Hugues lui répondit. Linda Park passait à vélo pour se rendre à la bibliothèque. Ses cheveux argentés scintillaient dans la lumière matinale. Hugues lui lança « Fais attention à toi ». Linda, elle lui répondit par un signe de tête et un sourire. Eddie Garcia balayait le trottoir devant son salon de coiffure. Il lui fit un signe amical, l'air aussi élégant que d'habitude. Eddie, le panneau Denny vrombissait au-dessus de sa tête lorsqu'il poussa la porte vitrée à 7h15. L'odeur familière, du café et crêpes emplissait l'air alors qu'il s'installait à sa table habituelle, la troisième près de la fenêtre. Maria Rodriguez s'approcha avec une cafetière fumante et le même sourire radieux qu'elle arborait chaque matin depuis 2 ans. « Tiens, c'est passe mon extraterrestre infiltré préféré ?» le taquina-t-elle en remplissant sa tasse. « Comment se passe la planification de l'invasion aujourd'hui ?» Il rit chaleureusement. « Ça va bien, j'ai presque fini de planifier mon premier sabotage. » Le rire riche de Maria se joignit au sien alors qu'elle sortait son bloc-notes. Le petit déjeuner, habituel pour notre futur Seigneur suprême, tu me connais trop bien, Hugues. Maria. Hugues but une gorgée de café. Je dois dire que tes pancakes valent à elles seules de sauver la planète. L'appartement 3 t'ouvrira toutes les portes, chérie. Elle glissa son stylo derrière son oreille. Un petit déjeuner extra large, ça arrive tout de suite. Les habitués arrivèrent, pendant que Hugues savourait son café. Danny Orz prit place au comptoir, déjà plongé dans une conversation avec Bobby W. au sujet du dernier match des Dodgers. Le rire tonitruant de Frank Delgado remplissait le restaurant, tandis qu'il plaisantait avec Joey Ramirez au sujet d'un problème mécanique au garage. Anakim corrigeait des copies dans un coin, se joignant de temps en temps à la conversation entre Mike Patel et Joey Ramirez. Mike glissa dans la banquette en face de son ordinateur portable déjà allumé. « Ça te dérange ? Si je me joins à toi. » Le Wi-Fi est meilleur de ce côté. » »« Pas du tout. » Hugues lui indiqua le siège vide. « Je pensais qu'un ingénieur en informatique aurait une meilleure connexion que Danny. »« Parfois, il faut changer d'air pour bien déboguer. » Mike haussa les épaules en tapotant sur son clavier. « En plus, le café de Maria Café vaut bien une connexion plus lente. Flatty ne te fera pas de réduction. Maria, calme-toi. » Depuis le comptoir, elle s'approchait déjà avec le petit déjeuner de Hugues. Elle posa une assiette remplie de pancakes, d'œufs au plat et de bacon extra croustillant. « Voilà, du sucre pour alimenter tes plans de domination. Mondial, Maria. »« Tu me blesses, » Hugues dit en touchant sa poitrine, légèrement blessé. « Je ne planifierai jamais la domination mondiale avant petit déjeuner, après le petit déjeuner. Alors peut-être, » a-t-il répondu sans lever les yeux de son écran. « Un gentleman ne révèle jamais ses plans de conquête planétaire, » a-t-il répondu avec un sourire. « Mais je dois dire que si plus de planètes prenaient un petit déjeuner comme celui-ci, il y aurait peut-être moins de conquêtes et plus de repas. » Leur rire se mêlait aux bavardages matinaux, au cliquetis des couverts et au doux sifflement de la cafetière, un rythme confortable que Hugues avait appris à connaître au fil d'innombrables matins. Il appréciait son petit déjeuner tout en bavardant avec Mike des startups technologiques locales et avec Maria des candidatures de sa fille à l'université. Ce n'était pas une blague, moi, Rome Faris. J'avais en effet presque achevé mes premiers plans de sabotage, la blague récurrente que Maria avait lancée il y a 2 ans lorsqu'elle avait remarqué la particularité du nom de couverture que j'avais choisi continuait de m'amuser. Les humains possèdent une extraordinaire capacité à rire de l'évidence. Personne n'avait jamais personne ne s'est demandé pourquoi un homme s'appelait H-Man. Je sirote mon café en laissant le liquide amer rouler sur ma langue, tandis que Mike continue de taper à côté de moi.
10 ans d'infiltration dans ce monde reculé m'ont beaucoup appris sur l'art de sauver les apparences. Le café n'est pas indispensable à ma survie, mais cette consommation matinale rituelle m'aide à consolider ma place dans leur tissu social. Les humains sont des créatures d'habitude qui trouvent du réconfort dans la répétition habitude. Ce sont les habitudes qui font les hommes. Archie m'a choisi pour cette mission précisément pour ma capacité d'adaptation. 10 ans passés à étudier une espèce primitive exigent une patience et une attention extraordinaires. Chaque conversation doit être cataloguée, chaque relation soigneusement entretenue, chaque information sur leurs infrastructures et leurs capacités de défense méticuleusement documentée. Mes pensées dérivent vers mon dernier rapport au commandement. Le système gouvernemental fracturé de la Terre les rend particulièrement vulnérables à la coordination de frappes militaires, tandis que leur unité est nécessaire pour monter une résistance efficace contre notre flotte. Leurs frappes militaires. Bien que leurs forces militaires soient nombreuses, elles manquent de l'unité nécessaire pour opposer une résistance efficace à notre flotte. Leur technologie a des siècles de retard sur la nôtre. Ils ont à peine atteint leur propre lune, sans parler de développer des capacités significatives en matière de guerre spatiale. Plus de café, du sucre. La voix de Maria interrompt mes réflexions. Je lève ma tasse avec un sourire exercé en la regardant me servir. Mon rapport avait noté à quel point l'attachement émotionnel des humains à des routines simples pouvait être exploité. Ce restaurant, ces conversations matinales, représentent tout ce qu'il y a de doux chez cette espèce. 10 ans d'observation ont révélé leurs faiblesses. Leurs villes sont mal conçues pour la défense, leurs réseaux électriques sont d'une fragilité embarrassante et leurs systèmes d'intervention d'urgence sont lamentablement limités. Le prochain test de feu de forêt permettra de quantifier exactement l'inefficacité de ces systèmes. Mike agite une main devant mon visage. Tu étais dans la réalité virtuelle pendant 1 minute? Tu as passé une nuit difficile? Je réponds. Par le petit rire que j'ai appris à donner aux humains dans de telles situations, tu sais. Ce n'est pas seulement mon travail, ce n'est pas tout à fait faux. Après tout, recueillir des informations pour la conquête planétaire est mon métier. Les conversations matinales continuent autour de moi pendant que je termine mon petit déjeuner. Les discussions passionnées de Danny et Bobby sur le sport fournissent une excellente couverture pour classer mentalement les centres de population locaux. Les plaintes de Frank sur la circulation m'aident involontairement à cartographier les vulnérabilités des infrastructures. Les commentaires d'Anna sur ses élèves révèlent les modèles prévisibles des mouvements civils. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font alimente. Ma mission est la tienne. Archie ne croit pas aux demi-mesures. Lorsque nous revendiquons un monde, nous nous assurons de sa soumission totale. Mon rôle est d'identifier les points de pression précis qui rendront cette soumission rapide et absolue. Je savoure le reste de mon caféin passant en revue les détails de mon plan tout en discutant de choses et d'autres. La récente sécheresse a rendu la colline environnante dangereusement sèche. Quelques dispositifs stratégiquement placés et dissimulés sous des équipements de camping courants vont déclencher un effet cascade. La flamme devrait se propager naturellement à partir de là, me permettant d'observer les réactions humaines en cas d'urgence sans révéler l'origine artificielle du feu. « Tu es sûr que ça va, Mike ?» Il lève les yeux de son ordinateur portable. « Tu sembles distrait aujourd'hui. Je pensais juste au nouveau projet dont je t'ai parlé. » Je fais un geste vers son écran. Probablement rien d'aussi complexe que tes problèmes de codage. Mike se lance dans une explication de son dernier défi de débogage. Je fais des bruits appropriés pour montrer mon intérêt tout en calculant mentalement les points d'allumage optimaux. Les collines sont des lieux de rassemblement populaires auprès des jeunes de la région offrent une couverture parfaite. Toute preuve sera attribuée à des campeurs imprudents. « Commande !» La voix de Maria résonne. Elle apporte une assiette fraîche à Danny au comptoir, puis passe près de notre table. « Vous avez besoin d'autre chose, les garçons ?»« Non, ça va », répond Mike sans lever les yeux de son écran. « En fait, Maria, dis-je en conservant l'Eton décontracté que j'ai mis des années à perfectionner, je voulais te demander si ta fille regardait
L'Université de Californie à Riverside, tout près de la forêt nationale de San Bernardino. C'est exact, elle a un entretien là-bas la semaine prochaine. Maria rayonne de fierté maternelle. Pourquoi cette question? Je secoue la tête avec une inquiétude soigneusement étudiée. J'ai entendu dire qu'il y aurait des vents violents dans cette région, vous devriez peut-être vérifier les conditions avant de prendre la route. Oh, vous êtes un ange, dit-elle en me tapotant l'épaule. Je m'assurerai qu'elle vérifie les alertes. Mon avertissement a plusieurs. Il montre que je suis attentionné tout en me fournissant un alibi pour ma connaissance des conditions météorologiques locales. J'avoue aussi que cela m'aide à m'assurer que la fille de Maria ne sera pas près de mon site de test initial. Les Tyne Conquer Harry sont peut-être impitoyables, mais nous ne sommes pas cruels inutilement. De plus, aucune espèce n'est assez stupide pour se jeter dans des flammes actives. Il s'agit de tester la quantité d'infrastructures qu'ils peuvent sauver. La foule du petit déjeuner commence à se disperser. Frank parle premier, puis Danny et Bobby. Anna finit de corriger ses copies et laisse un pourboire généreux. Chaque départ suit un schéma prévisible que j'ai documenté au cours de mes mois d'observation. Les humains sont remarquablement cohérents dans leur routine. Bon, je devrais y aller. Mike ferme son ordinateur portable. Le bureau va se plaindre si je ne suis pas là à l'heure, même si je fais mon travail depuis mon bureau à la maison. Bonne chance pour cette fuite de mémoire. Lève ma tasse de café en signe d'adieu. Les termes techniques que j'ai appris lors de nos conversations ajoutent de l'authenticité à mon identité d'emprunt. Je me retrouve bientôt seul dans ma cabine, apparaissant à quiconque m'observe comme un client de plus qui s'attarde devant son café. Mon véritable objectif, finaliser les détails de mon premier test majeur des capacités d'intervention d'urgence des humains, reste caché sous cette façade banale. Les zones cibles sont sélectionnées, les appareils sont en place, les variables telles que la direction du vent et le taux d'humidité ont été pris en compte. Le seul facteur restant est le timing. Les prévisions indiquent que les conditions seront optimales dans les prochaines 48 heures. Un autre café avant de partir? Maria apparaît avec une cafetière. S'il vous plaît. Je rapproche ma tasse, même si je risque de manquer mon petit déjeuner habituel ici demain. J'ai du travail dans les collines, encore une randonnée. Elle remplit ma tasse. Faites attention là-bas, avec ces sentiers qui deviennent dangereux quand il fait aussi sec. Si seulement elle savait à quel point elle a raison. Ne t'inquiète pas, je prends toujours mes précautions. La télévision fixée au-dessus du comptoir passe sur la chaîne d'information locale. Un journaliste se tient devant une carte indiquant les niveaux actuels de risque d'incendie dans le sud de la Californie. Toutes les zones que j'ai sélectionnées sont rouges, ce qui est parfait pour mon test. Ça a l'air horrible dehors, commente Maria en regardant l'écran. Tu es sûr que tu ne peux pas reporter ta randonnée à un autre jour? Je lui offre un sourire rassurant. Certaines choses ne peuvent pas attendre, mais je promets d'être prudent. Elle secoue la tête avec affection et passe à d'autres clients. Je prends une dernière gorgée de café en repassant mentalement mes préparatifs. Tout est en place et bientôt, j'aurai des données concrètes sur la façon dont ces humains gèrent une crise. Leur réaction m'aidera à déterminer les stratégies les plus efficaces lorsque la véritable invasion commencera. Je laisse mon pourboire habituel, un autre geste calculé. Les employés de service parlent entre eux et être connus comme un bon pourboire ouvre de nombreuses portes. Je ne voudrais pas décevoir ma cuisinière préférée dans la galaxie. Elle rit à nouveau de ce qu'elle pense être une autre blague de notre longue série. Si elle savait la vérité que j'ai fait, goûter à la cuisine de plusieurs systèmes stellaires, elle ne trouverait peut-être pas cela si amusant, mais elle ne le saura pas avant qu'il ne soit trop tard. Je rassemble mes affaires, échange les politesses d'usage avec les autres habitués et me dirige vers la porte. Les obligations sociales de la matinée sont terminées, je peux maintenant me concentrer sur mon vrai travail. L'alerte info retentit de tête, attire tous les regards vers la télévision parfaitement synchronisée pour que je puisse moi aussi cesser de la regarder sans éveiller les soupçons. Les appareils plus au sud ont été réglés pour se déclencher beaucoup plus tôt. Une journaliste se tient devant un ciel assombri par la fumée,
ses cheveux fouettés par le vent chaud, tandis qu'elle montre du doigt l'enfer derrière elle. Les défilés de Chiron détaillent les multiples incendies qui font rage dans la forêt nationale de San Bernardino. Nous recevons des informations sur au moins 3 incendies majeurs, crie-t-elle par-dessus le rugissement des flammes. Les pompiers et les équipes sont en route, mais les vents violents provoquent une propagation extrêmement rapide. Des ordres d'évacuation obligatoires ont été émis pour ma satisfaction quant au succès de l'allumage s'estompe lorsque Maria halète. Non, c'est juste à côté de l'endroit où Emilia son interview. Elle cherche son téléphone à tâtons, s'éloignant du comptoir pour appeler sa fille. J'ai regardé les images avec une neutralité acquise par l'expérience, prenant des notes sur les temps de réponse et les schémas de déploiement. L'équipe de pompiers arrive par vagues prévisibles, les unités locales d'abord, puis les ressources du comté puis l'État. La chaîne de commandement humaine semble inefficace, plusieurs agences peinant à coordonner leurs efforts contre quelque chose de plus grand qu'une ou 2 maisons. La télévision passe aux images prises par un hélicoptère. La fumée recouvre les collines en épaisses vagues, ponctuées de rubans de flammes oranges. La voix du présentateur devient de plus en plus urgente alors qu'il annonce la vitesse du vent et le taux d'humidité, qui correspondent exactement à mes calculs. Les incendies se propagent exactement comme prévu. « Regardez, ils se ferment les autoroutes », annonce Danny en regardant son téléphone. Il dit qu'ici, des équipes arrivent à de loin, même de Sacramento. « Regarde ça !» dit Bobby en montrant l'écran où les pompiers se déploient le long d'une crête. Leurs minuscules silhouettes sont écrasées par le mur de flammes qui avance vers eux. Ils essaient de créer une brèche juste devant lui. Je penche en avant, intrigué. C'est une tactique follement dangereuse. Positionner du personnel directement sur la trajectoire d'un incendie qui avance va à l'encontre de l'instinct de survie et pourtant ils sont là, travaillant désespérément pour créer une ligne de défense avec rien d'autre que des outils à main et leur détermination. La caméra zoome sur une équipe qui travaille avec une efficacité désespérée. Débroussaillant et allumant des contre-feux, la Flames Tower au-dessus d'eux est si proche que je peux voir leurs ombres vaciller dans la fumée. Selon toute logique, ils devraient battre en retraite, mais au lieu de cela, ces fous furieux de « haine » continuent d'avancer, marmonne Frank, mais son ton trahit une admiration évidente. Un coup de vent soudain envoie des braises à travers le pare-feu et l'équipe se précipite pour contenir les nouveaux foyers, refusant d'abandonner leur position même alors que le dé monte. Leur persévérance défie tout sens tactique. Maria revient, le visage crispé par l'inquiétude. Emily est en sécurité. Ils peuvent annuler toutes les activités du campus, mais ils disent que cela se propage plus vite que tous les incendies. Il semble être la saison. Bien sûr, c'est moi qui l'ai conçu ainsi, en sélectionnant les points d'allumage optimaux et le timing. Ce n'est qu'un test. Un essai à petite échelle des tactiques qui seront déployées à travers la planète. Le courage de ces humains, bien que remarquable, est finalement vain face à une destruction aussi soigneusement planifiée. Pourtant, leur réaction me trouble. Les données tactiques suggèrent que ces pompiers doivent savoir qu'ils ne peuvent pas gagner. Les incendies sont trop importants et trop stratégiquement placés. Selon toute évaluation militaire, leurs actions sont un gaspillage de ressources, mais ils persistants, risquant leur vie non pas pour un avantage stratégique, mais simplement pour sauver l'autre. La télévision montre de nouvelles images de résidents fuyant dans des rues enfumées, des véhicules d'urgence se précipitant vers le flamme, les pompiers aidant à évacuer une maison de retraite. Chaque scène démontre le même engagement irrationnel. Ces hommes et ces femmes sont de héros, dit Anna doucement en regardant une équipe disparaître dans l'épaisse fumée pour atteindre une structure menacée. Je ne dis rien, continuant à observer. Ce sont des données tactiques précieuses, me dis-je. Comprendre les priorités et les réactions de l'ennemi est crucial matière de renseignement, mais quelque chose dans leur dévouement irrationnel me dérange. Disks me conserve une trace mentale méticuleuse alors que la matinée laisse place à l'après-midi. L'évaluation tactique est claire. Les incendies se révèlent encore plus efficaces que prévu, les services d'urgence sont débordés, les ressources sont au-delà de leur capacité.
La tendance humaine à privilégier la vie plutôt que les infrastructures rennent leurs lignes d'approvisionnement et leurs voies d'évacuation vulnérables. Le journaliste revient à l'écran et interviewe un capitaine des pompiers dont le visage est couvert de suie. Son équipe a perdu 2 camions en essayant de sauver un quartier, mais a réussi à évacuer tous les habitants. 3 de ces pompiers ont été traités pour inhalation de fumée et sont immédiatement retournés au travail. Je ne peux m'empêcher de remarquer que plusieurs de vos hommes sont à bout de force. « Où sont les renforts ?» demande le journaliste. Le capitaine secoue la tête. « Il y a encore des gens dehors. Nous ne sommes pas assez nombreux pour couvrir toute la zone où nous nous trouvons. » Je notons cet échange comme une preuve supplémentaire de l'inefficacité de l'humanité dans la gestion des ressources. La perte de matériel emporte largement sur la valeur tactique de sauver quelques vies civiles. L'insistance des pompiers à reprendre leur travail malgré leurs blessures démontre un manque de réflexion stratégique, et pourtant le nombre de victimes reste remarquablement faible. Ces fous furieux, comme les a appelés Frank, ont réussi à maintenir un taux de survie qui défie toute probabilité. Des dizaines, voire des centaines ont été sauvés alors que n'importe quelle espèce rationnelle les aurait laissés mourir ils. Disent que le feu a traversé l'autoroute. La voix de Mike me ramène au restaurant. Il n'a pas touché son ordinateur portable depuis des heures, trop concentré sur les informations. Son bureau va sûrement se plaindre d'aller plus vite qu'ils ne peuvent évacuer les images, montrent une file de camions de pompiers fonçant devant les flammes. Ils s'arrêtent devant chaque maison, les équipes se précipitent de porte en porte, sans balayage systématique ni calcul minutieux des risques et des avantages. Ils refusent tout simplement de laisser quiconque derrière eux. Je regarde un pompier sortir de la fumée épaisse en portant une femme âgée, suivie d'un autre avec elle. Le gaspillage tactique de retourner chercher un animal domestique devrait me mettre en colère, mais je me surprends plutôt à étudier la conviction absolue qui se dégage de leurs mouvements. Il n'y a aucune hésitation, aucun débat sur la valeur d'une vie par rapport à une autre. Ils se soucient de plus que d'eux-mêmes ou de leur propre espèce. J'ai eu des nouvelles de mon cousin à San Bernardino. Bobby dit que les pompiers sont sauvés toute sa rue. Ils ont tout perdu, mais tout le monde a pu sortir. « Et Ray ?» demande Maria. « Il ne travaillait pas dans ce secteur ?» J'ai appelé sa femme il y a 1 heure. Elle dit qu'il va bien, qu'il retourne travailler. Ray Martinez, le pompier qui vient chez Denise, tous les 3 matins commande toujours la même omelette Denver. J'ai répertorié son emploi du temps, ses habitudes, ses liens avec cette communauté. Maintenant, je regarde la télévision et je me demande s'il fait partie de ces minuscules silhouettes qui se précipitent dans les flammes. Ils annoncent que 15% du feu est maîtrisé, annonce Anna en lisant son téléphone, ce qui signifie que 85% n'est pas maîtrisé. Je termine automatiquement le calcul. Ces simples implications devraient me réjouir. Le test dépasse les attentes, le feu va probablement brûler pendant des jours, voire des semaines, mais mon attention revient sans cesse vers ces pompiers, dont les actions défient toute logique tactique et pourtant obtiennent des résultats que mon analyse peine à expliquer. Ils sauvent des vies, non pas grâce à une technologie supérieure ou à un génie stratégique, mais grâce à une détermination implacable. Si seulement ils pouvaient appliquer cette détermination plus efficacement. Au lieu de cela, c'est une autre équipe qui tombe, la voix du journaliste s'élève, alarmée. La caméra montre des pompiers se précipitant pour aider leurs collègues. Ils devraient se retirer, se regrouper, recalculer, mais au lieu de cela, ils s'enfoncent davantage dans la fumée. Je sors mon propre téléphone, faisant semblant de vérifier les dernières nouvelles, mais en réalité, j'accède à mes données sécurisées. Je transmets mon rapport au commandement, mais cela me semble de plus en plus inadéquat. Comment quantifier cette réponse? Comment expliquer une espèce qui jette son avantage tactique pour sauver une vie de plus, une maison de plus, un animal de compagnie de plus? Les incendies se propagent exactement comme prévu. Les secours sont débordés, dépassant toutes les prévisions militaires. Ce test prouve la faiblesse humaine. Ils sont une cible facile. L'invasion ne prendrait que quelques jours. Alors pourquoi ai-je l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel? Les jours passent, les incendies font rage dans les suds de la Californie,
consumant plus de 20 000 acres de territoire urbain et suburbain. Chaque matin, je retournais chez Denny's pour maintenir ma couverture tout en recueillant des données. Le restaurant est devenu un centre d'information improvisé où amis et familles partagent des informations, prennent des nouvelles des évacués et suivent la propagation des incendies. Émilie, la fille de Maria, aide dans l'un des centres d'évacuation. « Maman, ces gens ont tout perdu », m'a-t-elle dit au téléphone. Mais ils n'arrêtent pas de nous remercier d'avoir sauvé leurs albums photos, leurs animaux de compagnie, ou même de petites choses comme les jouets préférés de leurs enfants. J'écoute en faisant semblant de lire le journal. Mon évaluation indiquait que les incendies détruiraient des biens et des infrastructures. C'était le plus important. Mais je n'avais pas pris en compte l'attachement humain à ces petits objets, sans importance stratégique, la façon dont ils accordent plus de valeur aux souvenirs qu'aux biens matériels. Les informations diffusent en boucle des images des pompiers, qui luttent contre les flammes. Je regarde les chiffres des incendies maîtrisés augmenter et diminuer à mesure que de nouveaux incendies éclatent. La résilience humaine ne cesse de me surprendre chaque fois que les flammes les repoussent. Ils se regroupent et attaquent sous un nouvel angle, travaillent par équipe qui repousse les limites de l'endurance, se relayant mais sans jamais battre complètement en retraite. Regarde, sa Bobby montre de nouvelles images prises depuis un hélicoptère. Les pompiers tiennent bon alors qu'un mur de flammes s'approche, leurs lances semblant ridiculement insuffisantes face à la fureur du feu, mais ils tiennent bon, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, les flammes battent en retraite. Ce sont les hot shots, explique Danny. Des pompiers d'élite qui interviennent là où le feu fait rage. J'observe ces pompiers avec une fascination grandissante. Ils se déplacent avec une précision née d'un entraînement intensif, et pourtant, leur tactique semble souvent défier la logique conventionnelle. Ils risquent tout pour sauver un seul bâtiment, une seule vie. Mon rejet initial, que je qualifiais d'inefficacité stupide, s'est transformé en quelque chose qui s'apparente davantage à un respect réticent pour la propriété. Les rapports sur les dégâts correspondent parfaitement à mes dernières prévisions. Routes coupées, lignes électriques à terre, réseaux de communication saturés, les incendies ont mis en évidence toutes les faiblesses des infrastructures que j'avais identifiées, mais le bilan reste étonnamment faible. Ces gens refusent tout simplement de laisser mourir quelqu'un. Un autre centre d'évacuation a ouvert ses portes, et d'après les rapports, il est plein à craquer, mais personne n'est refoulé. Les gens partagent leurs chambres et leur nourriture. Maria hoche la tête. Émilie dit que les personnes qui ont perdu leur maison continuent de se présenter pour faire du bénévolat. Vous pouvez le croire? Je n'arrive pas à y croire. Ce comportement, conte Émilie, dit que des gens qui ont perdu leur maison continuent d'arriver pour se porter volontaires. Tu peux croire ça? Je n'arrive pas à y croire. En fait, ce comportement contredit tout ce que je comprenais de l'instinct de survie. Ces humains ne se contentent pas de s'entraider malgré le coût personnel, ils s'entraident à cause de cela, comme si le fait de partager la perte la rendait en quelque sorte moins lourde. La foule du matin a changé, certains habitués sont absents, évacués ou volontaires, de nouveaux visages apparaissent, des évacués qui trouvent refuge dans ce petit coin d'eux. Normalement, ils racontent comment ils ont échappé de justesse à la mort, comment les pompiers sont apparus à travers la fumée comme des anges, comment des inconnus leur ont offert un abri sans hésiter. Mes données me semblent de plus en plus insuffisantes. J'enregistre les détails pratiques, les temps de réponse, l'allocation des ressources, les décisions tactiques, mais je ne peux pas quantifier les autres causes dont je suis témoin. La détermination qui pousse les pompiers à retourner dans l'enfer, la force qui pousse les civils à organiser les secours alors même qu'ils perdent leur propre maison, le simple courage d'aider les autres alors que la logique vous dit de vous sauver vous-même. Ces incendies étaient censés tester les capacités d'intervention d'urgence de l'homme, mais ils m'apprennent plutôt quelque chose sur l'humanité elle-même, quelque chose qui peut être mesuré en pourcentage de confinement ou en évaluation des dommages matériels. Je me surprends à regarder la télé moins pour les données tactiques que pour les nouvelles de certaines équipes, dans l'espoir d'apercevoir le visage de Ray Martinez parmi les survivants, vérifiant les rapports sur les victimes avec une tension inhabituelle dans la poitrine.
Ce n'est pas l'observation clinique que ma mission exige. Maria me demande si la cafetière est prête. Je lui tends ma tasse automatiquement, mes pensées toujours sur les images des pompiers qui courent vers le danger, au lieu de s'enfuir. « Ah, tu crois qu'ils ont peur ?» ai-je demandé avant de pouvoir m'en empêcher. Elle suit mon regard vers la télévision. Bien sûr qu'ils ont peur, mais être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire ce qu'il faut faire quand, même, ai-je ajouté dans mes notes mentales, même si je ne sais plus très bien dans quelle catégorie classer cela, la frontière entre l'évaluation tactique et la compréhension personnelle devient de plus en plus floue. L'air matinal s'est épaissi de fumée alors que j'approche de chez Jenny. Une fois de plus, les alertes d'urgence retentissent sur tous les téléphones du restaurant. La ligne de feu a atteint la périphérie de la banlieue. La zone d'évacuation comprend désormais des quartiers que je connais par leur nom, des rues que je parcours tous les jours. La maison de ma sœur se trouve juste sur le chemin, dit Bobienne, fixant son téléphone. Les pompiers vont aussi aux portes, mais le vent a tourné et ça avance trop vite. Je consulte les images satellites sur mon appareil et compare la propagation réelle du feu à mes projections. Les données correspondent parfaitement. Toutes les variables que j'ai calculées, les régimes des vents que j'ai prévus, tout se déroule exactement comme prévu. Mon test est un succès total. Alors pourquoi ma gorge se serre-t-elle lorsque Maria mentionne que les enfants de sa voisine ont été évacués de l'école primaire? L'émission de télévision est inconnue. Les intersections se transforment en paysages apocalyptiques. L'épicerie de Kyle où j'achète mon journal le matin, la bibliothèque de Langda où j'ai fait des recherches sur les comportements humains, le salon de coiffure d'Eddie où j'ai recueilli les potins locaux, tout est maintenant menacé par les flammes. Les yeux rivés sur l'écran, ils installent un centre d'évacuation au lycée. Anna annonce qu'elle est déjà en train de rassembler ses affaires, qu'ils ont besoin de bénévoles. « Je viens avec toi », dit Maria appelle quelqu'un en cuisine, pour la remplacer. « Ces gens auront besoin de nourriture et de café, prenez tout ce qu'il faut dans les magasins, » répond son patron sans hésiter. « On fera l'inventaire plus tard. » Je regarde le restaurant se mobiliser avec une efficacité surprenante. Frank propose son camion pour transporter les provisions, Mike commence à organiser un document partagé pour mettre en relation les évacués et les hébergements temporaires, Danny appelle son cousin qui possède un motel pour réserver des chambres pour les familles déplacées. Ce ne sont pas les grands exploits des pompiers qui se précipitent dans les enflammés dont parlent les médias. Ce sont de petits moments de compassion humaine multipliés à travers toute une communauté. 1000 petites gentillesses formant un filet pour rattraper ceux qui tombent dans le désastre. Une nouvelle alerte retentit. La zone d'évacuation s'est encore élargie. C'est ta rue. Mike lève les yeux de son ordinateur portable. Tu devrais prendre tout ce que tu peux tant qu'il est encore temps. Je devrais partir. Ma mission consiste à assurer la couverture en suivant les protocoles d'évacuation civile normaux, mais je reste cloué sur place en voyant d'autres visages familiers entrer dans le restaurant, des réfugiés des rues déjà consumées par le feu. Madame Abaki, de La Fleuriste, serrant contre elle un petit album photo contenant la photo de son chat. La famille Rodriguez, qui habite dans un immeuble, 3 générations entassées dans une seule voiture, même le vieux Joe, qui nourrit les pigeons dans le parc, désormais sans parc, chaque visage appartient à quelqu'un dont j'ai documenté les habitudes, étudié les comportements, mais ce ne sont plus seulement des données, ce sont des personnes dont je connais le nom, dont j'ai entendu l'histoire, dont la vie est devenue inexplicablement liée à la mienne. La famille Martinez a finalement réussi à sortir. Bobby annonce avec soulagement que Sea et Ray sont toujours en ligne, mais que sa femme et ses enfants sont sains et saufs. Le dîner éclate en cris de joie. Ces êtres humains célèbrent chaque vie sauvée est une victoire, aussi petite soit-elle. Ils partagent chaque petite joie, chaque bonne nouvelle, créant une dynamique contre les flammes qui se rapprochent. Je devrais enregistrer tout cela, leurs habitudes d'évacuation, leurs méthodes de distribution des ressources, leur réseau de communication, mais je me retrouve à aider Frank à charger de provisions dans son camion, à partager le café de Maria avec des évacués en état de choc.
à apprendre les noms du chat et des petits-enfants de Mademoiselle Aki, alors qu'ils se blottissent dans une cabine. Les évaluations tactiques semblent, désormais, dénuées de sens. Mon appareil vibre pour signaler une nouvelle alerte. Les flammes se rapprochent. Bientôt, ce restaurant sera lui aussi évacué, mais pour l'instant, il reste un symbole de la remarquable capacité de l'humanité à faire preuve de compassion en temps de crise. Et moi qui ai déclenché ces flammes, je me surprends à espérer que je vais pouvoir prendre un autre petit déjeuner ici. Les flammes approchent plus vite que prévu. J'ai regardé la ligne de feu avancer dans mon quartier depuis la fenêtre du restaurant, fasciné par la puissance destructrice que j'avais libérée. La fumée s'est épaissie pour former un décor apocalyptique, transformant le milieu de la journée en un crépuscule inquiétant. « H, nous devons sortir d'ici », dit Maria en touchant mon épaule. L'ordre d'évacuation est interrompu par un craquement sec lorsqu'un transformateur électrique explose quelque part à proximité. Les lumières du restaurant clignotent, puis s'éteignent. Une étrange lueur orange filtre à travers les vitres tachées de fumée. Je vois mon propre ouvrage s'abattre sur nous. Je m'apprête à partir, mais la route principale est déjà encombrée par le trafic d'évacuation. La route secondaire que j'avais prévue comme voie d'évacuation est bloquée par des arbres tombés, une autre variable que j'avais soigneusement calculée, avec soin en tenant compte des courants d'air pour m'assurer que les débris en feu ne bloqueraient pas les principales voies d'évacuation. Mon brillant plan stratégique m'a piégé dans ma propre toile. D'autres transformateurs explosent les uns après les autres, exactement comme je l'avais prévu. Le réseau électrique tombe en panne par vagues successives, semant la confusion parmi les secours. J'entends des sirènes qui se rapprochent, puis s'éloignent, puis se rapprochent à nouveau, tandis que les pompiers tentent de se frayer un chemin à travers les routes de plus en plus encombrées. Frank me fait signe depuis son camion. Il y a encore un passage dégagé à travers la zone industrielle. Je me mets en route vers lui, puis je m'arrête net. La zone industrielle où j'ai placé mes dispositifs d'allumage secondaire cesse le moment de les déclencher, car les évacués devraient utiliser cette voie de sortie d'une minute à l'autre. Non, un cri. Cette zone n'est pas sûre. L'expression de Frank se transforme en confusion, mais je n'ai pas le temps de lui expliquer le dispositif. Le déclenchement se fait comme prévu. Je reconnais le motif caractéristique de l'incendie qui se propage sur les toits de l'entrepôt. Ma gorge se serre lorsque je réalise combien de personnes auraient pu mourir si elles avaient emprunté cette route. La route principale est bloquée, le quartier industriel est en feu. Mes freins de confinement soigneusement planifiés sont devenus des pièges mortels. Tous les itinéraires que j'avais identifiés dans mon évaluation tactique sont désormais compromis par mes propres erreurs. À travers la fumée, j'aperçois une petite rue latérale que j'avais négligée dans ma planification. J'ai appelé les évacués restants. Elle ne figure sur aucune carte tactique. Cette petite route d'accès que j'avais jugée stratégiquement sans importance pourrait maintenant être notre seule chance. Nous courons, la fumée brûle mes poumons, mais ma biologie modifiée la supporte mieux que celle des humains autour de moi. Je me retrouve à soutenir mademoiselle Abakiki Trébuche en portant son précieux album photo tout en serrant son lourdet vieux chat Admiral Fuzzy Knickers. La pertinence tactique que j'avais méprisée quelques jours auparavant semble désormais désespérément importante à préserver. La chaleur s'intensifie et j'entends des arbres exploser derrière nous, la sève se transformant en vapeur. Les incendies approchent exactement comme je l'avais prévu, mais le vivre en direct n'a rien à voir avec les images satellites. Toutes les prédictions que j'ai faites avec une précision froidaise manifestent désormais dans une réalité terrifiante. Nous tournons au coin de la rue et je heurte un mur de flammes, l'un de mes freins de confinement destinés à canaliser la propagation du feu et maintenant notre retraite. Nous sommes pris entre les flammes qui avançaient mes propres barrières stratégiques. Les humains qui m'accompagnent n'abandonnent pas. Ils cherchent des chemins que je ne vois pas, refusant d'accepter l'impossibilité tactique de notre situation. Leur détermination contraste fortement avec ma panique grandissante. J'ai conçu ce plan, je devrais savoir comment m'en sortir,
Mais je n'ai jamais prévu d'être pris au piège moi-même. Je n'ai jamais envisagé ce que cela signifierait d'affronter les conséquences de ma propre brillante stratégie. Je n'avais jamais imaginé que je tenterais de sauver les vies que j'avais jugées sans valeur. Les flammes se rapprochent. Mes calculs ne m'ont pas préparé à la réalité. La chaleur, la fumée, la terreur dans les yeux de mademoiselle Abaki lorsqu'elle réalise que nous ne nous en sortirons peut-être pas. Je me surprends à espérer désespérément que les pompiers que j'ai rejetés pour leur manque de tactique fassent preuve d'un courage irrationnel. Nous avons besoin d'un miracle maintenant. Nous avons besoin de héros qui ne calculent pas les risques avant de se précipiter dans le flamme. Nous avons besoin du genre d'aide que je n'avais jamais prévu pour que quelqu'un survive assez longtemps pour fournir la flamme STS, se rapproche suivant les chemins que j'ai créés il y a des semaines. La chaleur me brûle, même ma peau artificielle. Mademoiselle Abaki trébuche à nouveau et je la rattrape avant qu'elle ne tombe. L'amiral Fuzzy Naker hurle de terreur depuis son transporteur, un son qui transperce le rugissement de l'enfer. J'essaie un autre itinéraire, mais ma propre stratégie nous bloque à chaque tournant. Les mouvements du feu correspondent à mes projections avec une précision cruelle, témoignage de mes conceptions qui pourraient bien nous tuer tous maintenant. Chaque issue de secours mène à un autre mur de flammes, chacun placé exactement là où je le voulais. La fumée brûle mes poumons améliorés. Je ne peux qu'imaginer la souffrance des humains qui m'accompagnent. Certains ont déjà trop retenu leur souffle en rassemblant les biens de leurs voisins pour les aider à évacuer. Leur quinte de tout s'aggrave à chaque minute qui passe. Une branche en feu s'écrase là où se tenait mademoiselle Abaki quelques secondes auparavant. Je lui ai dit de dégager, mon esprit passant en revue les variables que j'ai soigneusement calculées, vitesse du vent, humidité, densité du combustible. Ces chiffres se moquent de moi maintenant. Je sais précisément comment ce feu va se propager, car j'ai conçu son chemin. Je sais exactement comment il tue, car c'était le but. Ce que je ne sais pas, c'est comment sauver ces gens, ces Schumann, parmi lesquels j'ai vécu, dont j'ai étudié les habitudes, dont j'ai mesuré les vies sur des axes que je trouve désormais sans importance. Aujourd'hui, ces mêmes vies dépendent de moi, et toute mon expertise stratégique me dit que nous sommes piégés. Les flammes avancent de 3 côtés, nous blessant exactement comme je l'avais prévu. Le 4e côté n'offre aucune issue. Je m'en suis assuré. Chaque incendie forme des motifs géométriques qui encerclent de vastes zones en quelques minutes, puis se referment vers l'intérieur. Je ne les ai pas conçus pour qu'on puisse s'échapper. Nous nous blottissons contre un mur en béton, le seul abri qui reste. Mademoiselle Abaki serre son album photo et l'amiral comme un talisman. Les autres se pressent contre elle, partageant le peu d'air pur qui reste près du sol. Je regarde le feu approcher et je repense à tous les rapports tactiques que j'ai envoyés chez moi, réduisant ces gens à des chiffres et à des schémas. Les rapports ne mentionnent jamais comment ils font face à la mort. Aucun calcul ne peut rendre compte de leur courage silencieux, de leur instinct qui les pousse à s'entraider, même maintenant. Mes données n'ont jamais montré à quel point ils accordent autant de valeur à la vie d'un chat qu'à la leur. À quel point ils chérissent les souvenirs conservés dans de simples photos. La chaleur devient insupportable. Ma biologie améliorée me permettra peut-être de survivre encore quelques minutes, mais les humains, eh bien, je connais la température exacte à laquelle la chair humaine brûle. Je l'ai incluse dans mes rapports, des chiffres cliniques qui se traduisent maintenant par les personnes autour de moi, des personnes dont je connais les noms, dont j'ai partagé la vie. Je suis désolé. Je murmure trop doucement pour qu'ils m'entendent par-dessus le rugissement des flammes. Les mots semblent insuffisants. Quelle excuse peut couvrir un tel niveau de trahison? Quelle rédemption existe pour quelqu'un qui a orchestré la mort de ceux qui l'appelaient amis? Le feu se rapproche. Je ne peux pas tous les sauver. Malgré mon génie tactique et toute ma planification stratégique, je ne peux pas sauver ces quelques vies précieuses. Je mérite cette fin. Mourir selon mon propre plan semble approprié.
Mais eux, ils méritent mieux, ils méritent ces héros irrationnels qui défient la logique pour sauver des vies. À travers la fumée, je vois mademoiselle Habaki serrer la main alors qu'elle ouvre la cage pour chat. « Vas-y, » dit-elle à son animal. « Tu peux encore t'en sortir. » Mais le chat reste collé contre sa jambe. Même cet animal simple fait preuve de plus de loyauté que moi. Les flammes sont presque sur nous. Je connais la température exacte, le moment précis où la survie devient impossible. J'ai atteint ma conclusion tactique. Nous allons mourir. Mais les humains, je l'ai appris, ne croient pas aux conclusions tactiques. Une lumière traverse la fumée, pas des flammes, mais le faisceau puissant d'une lampe torche. Une silhouette émerge de l'enfer, puis une autre. Les héros impossibles que j'espérais voir arriver malgré tous les calculs tactiques qui disaient qu'ils ne pourraient pas nous atteindre à temps. À travers mes yeux qui piquent, je reconnais l'un des pompiers, ce visage familier que j'ai vu tant de fois au comptoir d'un bar. Maintenant à moitié caché derrière son masque respiratoire, Réaï Martinez est venu sauver Schman, son ami. Je perds et reprends conscience, tandis que Ray et son équipe nous guident à travers l'enfer. La fumée envahit même mes poumons renforcés, mais ils ne nous laissent jamais tomber, et lorsque les autres, plus lents, les aident. Leurs masques respiratoires sont passés à ceux qui ont le plus de mal, même si cela laisse les pompiers haletants dans l'air toxique. Chaque pas semble être le dernier que je fais. Nous avançons à travers des passages qui ne devraient pas exister, des chemins que je n'ai jamais calculés. Les pompiers naviguent à l'instinct et à l'expérience, trouvant des moyens de traverser le piège mortel que j'ai soigneusement tracé. Ce n'est pas une connaissance tactique, c'est personnel, acquise au cours d'innombrables combats contre les flammes. Nous émergeons dans un air plus pur. Les équipes médicales nous entourent immédiatement. Je vois Ray titubant et tombant à genoux alors que l'adrénaline s'estompe. Il a refusé d'être évacué pour nous sauver. Il a tout risqué pour atteindre les personnes piégées par les flammes, sans savoir que l'un d'entre eux était le responsable de tout cela. À travers la brumette de ce masque à oxygène et des soins médicaux, j'entends des fragments de conversation radio. D'autres équipes pénètrent dans la zone de l'incendie, d'autres civils sont localisés, d'autres sauvetages sont lancés contre toute attente. Il continue d'avancer soutenant ces êtres humains impossibles. Il continue de défier la logique pour sauver une vie de plus. « Vous avez de la chance », me dit plus tard un ambulancier. « Quelques minutes de plus et vous auriez été comme si le hasard avait amené ces pompiers jusqu'à nous, mais je sais bien qu'il n'y a rien de hasard dans leur intervention, rien de tactique dans leur courage. Ils sont venus parce que c'est ce que font les êtres humains, ils sauvent des vies simplement parce que des vies valent la peine d'être sauvées. » J'ai passé la nuit dans le centre d'évacuation à voir le véritable pouvoir de l'humanité se déployer autour de moi des inconnus, partage des couvertures et de la nourriture, des enfants qui ont perdu leur maison jouent ensemble tandis que leurs parents se réconfortent mutuellement. L'aide arrive par vagues, non pas par les voies officielles mais par des gens ordinaires qui donnent ce qu'ils peuvent. L'amiral Fuzzy Knickers refuse de quitter Mademoiselle Habaki Embrace, refusant de partir même maintenant qu'ils sont en sécurité. Elle partage son espace avec d'autres qui ont tout perdu, leur montrant le photo qu'elle a réussi à sauver. Chaque image raconte des histoires, des liens et de minuscules fils d'expérience partagés qui tissent des liens entre les gens. Mon évaluation tactique est réduite en cendres, brûlée comme tant de choses que je croyais comprendre. Le commandant, Archie m'a envoyé chercher la faiblesse de l'humanité et j'ai découvert sa plus grande force. J'ai regardé Ray revenir d'une autre garde, épuisé, mais déjà en train de planifier sa prochaine tentative de sauvetage. Il m'aperçoit et s'approche, toujours vêtu de son équipement taché de fumée. « Ça va ?» demande-t-il d'une voix sincèrement inquiète. « Je suis désolé de ne pas être au restaurant ces derniers temps. Ils ont été un peu occupés. » dit-il avec un sourire fatigué. « Merci, dis-je, les mots restant coincés dans ma gorge pour être revenus pour nous. Il secoue la tête. Tu aurais fait la même chose. L'aurais-je fait avant, aujourd'hui?
Non avant de voir les humains risquer leur vie pour sauver celle des autres, avant de découvrir leur dévouement sans faille pour préserver la vie avant d'être sauvé par ceux-là, même que j'étais envoyé détruire. J'aurais calculé la valeur, tactique et trouvé insuffisante, mais maintenant, j'ai sorti mon communicateur caché, celui qui me relia mes supérieurs dans la Conquer Archie. Mes doigts trouvent la séquence de destruction d'urgence. Une seule commande effacera toutes les preuves de ma présence ici, me permettant de maintenir ma couverture. Au lieu de cela, je commence à rédiger un nouveau message, pas une évaluation tactique, mais un avertissement. L'humanité n'est pas faible, son empathie n'est pas une faille à exploiter, son dévouement à la vie n'est pas inefficace. Ce sont ces choses qui la rendent puissante. Au-delà de tout calcul tactique, l'Archie-Conquer doit comprendre que la Terre n'est pas condamnée à mort. La Terre est marquée par le courage de ceux qui se jettent dans les flammes pour sauver des inconnus, par la force des communautés qui transforment la tragédie en lien, par le simple pouvoir écrasant des personnes qui valorisent la vie par-dessus tout. J'envoie le message à Champ qu'il me marquera comme traître. Puis, je supprime le noyau du communicateur, coupant ma connexion avec mes anciens maîtres. Il y aura des conséquences, mais c'est un problème tactique pour un autre jour. Pour l'instant, j'ai du travail à faire. Ces Shumaïns m'ont accueilli, m'ont fait l'un des leurs sans même savoir que je n'étais pas l'un des leurs. Ils m'ont sauvé la vie sans savoir qui j'étais, ni ce que j'étais vraiment. Je leur dois plus qu'un calcul. Je leur dois la vérité sur ce qui va arriver et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider à s'y préparer. Ray est déjà reparti pour répondre à un autre appel à l'aide. Je le regarde partir sans mesurer la valeur tactique ou l'avantage stratégique. Je ne vois que le simple courage qui rend l'humanité plus forte que n'importe quel empire dominateur. La théocratie a condamné la Terre à mort, mais la Terre est déjà marquée par la vie, par la détermination inébranlable de la préserver, de la protéger et de se battre pour elle contre toute attente. Et maintenant, moi aussi.